Voilà, je vais simplement me présenter tout d'abord. Je travaille, Dominique Desbois, il y a plusieurs Dominiques. Hein. Je travaille à l'INRAE comme ingénieur statisticien et je suis en poste à l'UMR Économie publique de l'AgroParisTech, hein, l'ancienne INAPG. Voilà, pour ceux qui sont un peu anciens. Et donc, je m'intéresse aux statistiques publiques, à la fois aux outils et aux méthodes, aux données. Et je fais un travail, je vais vous présenter un travail en cours pour essayer de voir quelles sont les méthodes, les outils et les données qui peuvent être intéressantes pour, pour regarder le lien entre ODD et territoire et surtout l'impact sur les territoires avec les indicateurs que l'on possède. Donc, et en particulier, je vais m'intéresser aux outils de visualisation graphique. Donc, euh, diapositive suivante. Voilà. Alors, parmi ces outils de visualisation, alors pourquoi des outils de visualisation graphique? C'est parce que c'est, in fine, c'est ce que, sur le territoire, c'est ce que privilégient souvent les utilisateurs finaux, une présentation cartographique ou même si elle n'est pas en rapport avec les traces, peut être en rapport avec le temps ou n'importe quelle statistique, c'est plus facile de lire un tableau que de lire un tableau de chiffres, lire qu'un tableau de chiffres, avec des dangers, et bien évidemment, contre lesquels même des utilisateurs avertis ne sont pas tous prémunis. J'ai entendu la réflexion d'une collègue là, qui disait qu'en master d'économie, elle avait des problèmes de prérequis. Effectivement, mon expérience de formateur, à la fois à l'INRAE et avec les chercheurs, les autres les collègues, et aussi antérieurement avec des étudiants, que ce soit en Afrique ou en formation continue ou continuée, que ce soit en Afrique ou en Europe, me fait dire que simplement la lecture d'un tableau à 2 dimensions, ça peut poser des problèmes à un certain nombre de gens, y compris des cadres, voilà, qui sont installés dans leur certitude et qui parfois ont du mal à se raccrocher à des notions telles que par exemple des profils statistiques et mésinterprètent ou en tout cas ne répondent pas, enfin n'utilisent pas la bonne statistique pour répondre à la question. Diapositive suivante. Donc je vais vous présenter un certain nombre de graphiques qui m'ont paru dans le cadre des ODD et des indicateurs du développement durable mériter qu'on les présente parce qu'ils ont à la fois une originalité et ils peuvent, par exemple, répondre à des questions telles que ce graphique qui est de relier les investissements aux partenaires et aux objectifs de développement durable dans chaque pays. Et je vais présenter l'exemple de la Côte d'Ivoire, pays qui m'est cher puisque j'ai passé une douzaine d'années comme assistant technique de la coopération française dans ce pays, à l'Université de Côte d'Ivoire, pour travailler au service des scientifiques et du développement technologique. Voilà. Donc, ce graphique, il a l'avantage, je trouve, de pouvoir présenter un tableau à 3 dimensions. Et donc, les flux de financement qui proviennent des partenaires d'investissement, tels que par exemple les ressources ordinaires du programme des Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis, différents fonds spécifiques du développement, et différents pays aussi qui peuvent être partenaires, comme la France ou le Japon, en fonction des objectifs pour lesquels ils ont été affectés, aux objectifs auxquels ils ont été affectés, les objectifs de développement durable. Ici, on voit l'ODD 3, l'ODD 4, l'ODD 5, donc santé, bien-être, etc. Et où ils sont affectés, quels sont les partenaires d'exécution, où ils ont été affectés. La localisation, à la fois qui peut être une localisation ici, qui est une localisation thématique en fonction des différents ministères de Côte d'Ivoire. Il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère d'État, vous avez le ministère de l'Agriculture, vous avez le ministère de la Planification, le ministère de la Solidarité, etc. Voilà. Dominique, excuse-moi de te couper. Les Oui. ressources ordinaires, c'est quoi? Les ressources ordinaires, c'est les ressources communes qui sont sur des programmes courants du système des Nations Unies. En fait, c'est des ressources non spécifiques. Voilà. Alors, l'intérêt de ce graphique, c'est qu'on peut, en cliquant sur les flux,
qui sont représentés par des courbes, sur les flux, on peut avoir la statistique qui est présente dans le tableau. Ici, c'est exprimé en dollars. Hein. On peut avoir, alors, je ne peux pas vous le faire directement là dans le graphique, puisque ce n'est pas un graphique interactif ici, mais on peut aller sur le graphique suivant pour voir comment on peut, voilà, par exemple, on peut sélectionner l'Union européenne comme partenaire de financement des objectifs de développement durable, des actions de développement durable, et en fonction, donc, l'Union européenne adresse les objectifs 8, 12, 13 et 15, et donc on voit quels sont les ministères ou les organismes d'exécution qui bénéficient de ces financements, et donc on est susceptible de pouvoir, ce que je trouve très intéressant, de les relier justement à un effet. Et effectivement, dans l'évaluation, c'est souvent là que pêchent beaucoup de programmes, et pas seulement des Nations Unies, hein, c'est un des problèmes, c'est l'évaluation des programmes de politique publique dans leurs mesures. Et à ce moment-là, il ne faut pas seulement avoir des graphiques, mais il faut aussi avoir à sa disposition des modèles. Il y a un aspect modélisation que je n'aborderai pas dans cet exposé, mais il y a un aspect tout à fait de modélisation pour bien séparer les effets propres des programmes des Nations Unies parmi tous les autres effets. Oui, tout à fait, on dresse. Alors après, effectivement, il y a d'autres sources qui permettent d'analyser les effets sur le terrain. Le graphique suivant, s'il vous plaît. Alors là, on a choisi donc de changer de dimension et de voir quels peuvent être les effets justement sur le terrain en termes de distribution géographique. Alors là, on a l'ensemble des financements qui vont tout d'abord vers la Côte d'Ivoire, et puis ensuite, on a le détail géographique. On peut avoir le détail des flux géographiques sur les différents lieux où effectivement les programmes sont implantés. Alors, ce n'est pas encore tout ce qu'on voudrait, puisqu'il peut aussi y avoir plusieurs partenaires d'exécution sur un programme, mais enfin, là, ça devient un peu trop précis. Mais là, on peut quand même regarder quelles sont les circonscriptions et les villes qui bénéficient, par exemple, Abidjan, vous avez les villes d'Abidjan, d'Aniéli-Biassia, dans le district d'Agboville, de Poro, dans le district de Korogo, de Bélier, dans le district de Toumodi, etc. Donc, vous pouvez regarder la localisation de ces actions et avoir une vue d'ensemble. Alors, évidemment, on n'a pas une vue géographique, mais dans la diapositive suivante, je pense qu'on devra avoir une vue géographique, à moins que ce soit plus loin. Non, ici, ce sont les ressources ventilées avec la même disposition. Donc, diapositive suivante. Bon, on verra ça plus tard. Mais alors, où va l'argent? Et en fonction de comment l'ONU contribue à la réalisation des objectifs. Donc là, effectivement, c'est un nouveau diagramme dont la surface représente l'ensemble des financements qui ont été affectés à chacun des ODD pour la Côte d'Ivoire, et on voit, c'est priorisé par importance des financements. Et on voit que les financements les plus importants qui ont été effectués à la Côte d'Ivoire, là c'est les années 2019-2020, c'est sur le programme 16, paix, justice et institutions efficaces, et ça n'a rien d'étonnant compte tenu de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, où il a fallu reconstruire les institutions et la justice après la période de guerre civile. Et c'est un travail qui est un travail de longue haleine et qui demande bien évidemment une attention particulière. Ensuite, le deuxième objectif par la surface là qu'on voit, c'est l'objectif de bien-être et de santé, politique de santé et de bien-être. Et puis le troisième objectif, c'est le travail décent. Quand on clique sur un objectif, c'est-à-dire sur un des rectangles, il vient s'afficher immédiatement la définition d'objectif et le pourcentage de financement qui est affecté, ainsi que le montant en dollars de ce financement des Nations Unies. Le diagramme suivant, s'il vous plaît.
Alors là, effectivement, on a la localisation précise géographique sur une carte pour tous les ODD, mais on peut l'avoir pour chacun des objectifs, les localisations des initiatives qui ont été prises localement pour ce type d'objectif ou chacun des objectifs ou l'ensemble des objectifs. Donc vous reconnaissez la carte de Côte d'Ivoire et bon, on voit que là, on a une répartition, sinon équivalente, du moins une bonne répartition des objectifs sur l'ensemble du territoire, avec un axe quand même qui est privilégié, un axe Yamoussoukro-Korogo, qui est quand même privilégié, hein, où la capitale de Côte d'Ivoire va recevoir, la capitale administrative qui est Yamoussoukro, reçoit beaucoup plus d'initiatives de développement que d'autres. Donc il faut voir, on pourrait regarder un petit peu pourquoi il y a cette concentration sur Yamoussoukro. Alors on voit aussi que les franges du pays sont quand même un petit peu défavorisées et qu'il faudra peut-être faire un effort justement sur les franges Est et Ouest dans les actions de développement. Et donc toujours ce problème effectivement de captation des actions de développement. Il pleut toujours au s'est mouillé, hein, qu'on résume souvent par l'adage il pleut toujours au s'est mouillé. En fait, on peut à partir de cette carte réfléchir à la question d'une éventuelle meilleure redistribution des initiatives clés. Mais je pense qu'il faut avoir la carte par objectif de développement durable pour réfléchir plus utilement sur cette question. Enfin, on voit que c'est un outil quand même très appréciable d'avoir ces cartes à partir de données globales. Et alors, l'avantage de ces données du système des Nations Unies, c'est qu'elles ont été harmonisées pour le calcul des indicateurs de développement durable. Et que c'est quelque chose qui n'est pas si commun que ça. Il y a quelques organismes multilatéraux qui arrivent à faire ça, dont le CDE aussi, avoir des méthodes normalisées pour l'ensemble des pays et pouvoir rapporter ces indicateurs qu'on a présentés pour la Côte d'Ivoire, rapporter leurs valeurs à d'autres valeurs pour d'autres pays, comparables, de niveau de développement comparable, avec l'assurance qu'effectivement, si l'indicateur est présent, il a été calculé selon la même norme, ou du moins une norme compatible. Alors, ce n'est pas ici évident que ça à faire, même au niveau national, et c'est encore plus difficile à faire au niveau international, compte tenu des différentes réalités qui prévalent sur l'ensemble des grandes régions du monde. Comparer, avoir la même définition d'indicateur pour un indicateur très simple comme un indicateur démographique, même ça peut poser des problèmes de montage dans les systèmes statistiques, les différents systèmes statistiques nationaux, parce qu'effectivement, en général, c'est fait à partir des recensements et que les recensements n'ont pas les mêmes méthodologies dans certains pays que d'autres. On a des différentes méthodologies de recensement, il faut bien s'assurer que cela soit comparable. Donc, diapositive suivante, où je vais passer cette fois-ci non plus à un pays, à l'exemple d'un pays, mais à l'exemple d'une grande région du monde, d'un ensemble de pays, d'une union politique et économique qui est l'Union européenne, où on a d'autres types de graphiques qui ont été présentés cette fois-ci par Eurostat, hein, j'ai pris mes sources à Eurostat et non plus au système des Nations Unies. C'est aussi un des partenaires statistiques qui est capable sur un ensemble de régions, sur l'Union européenne, sur l'ensemble des régions, à un détail assez fin de statistiques, de pouvoir présenter des indicateurs homogènes, pertinents et comparables. On a une nomenclature des unités territoriales statistiques en Europe qu'on n'a pas sur d'autres continents et qui, dans sa définition, permet d'avoir des indicateurs territoriaux homogénéisés. Alors là, on a un graphique qui est intéressant, mais qui à la limite, qui est plus qualitatif, qui présente les objectifs de développement durable dans leur progression sur une période de 5 années pour l'UE 27. Et on voit que ce qui est en forte progression, c'est l'objectif 16 de la paix, de la justice. Et effectivement, on comprend bien que l'Union européenne, à la fois pour les citoyens, pour les opérateurs économiques, a été un cadre qui a permis de progresser
très significativement sur cet objectif. Par contre, on pêche beaucoup sur l'objectif 5 qui, alors je ne me souviens plus de cet objectif, mais qui est l'égalité. Voilà, l'égalité des genres, on pêche encore avec une dégradation, et un progrès modéré pour un ensemble d'autres objectifs et un progrès, enfin une constance pour l'objectif 13. Voilà. Alors, vous voyez que pour l'Union européenne, il y a quand même des indicateurs qu'on n'est pas capable de présenter sur la période qui est relativement courte de 5 ans. Hein. Ce sont les objectifs sur la qualité des eaux et la qualité des eaux à la fois fluviales et littorales. Voilà, le 8 et le 14, le 6 et le 14. Donc, alors pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup de pays, enfin un certain nombre de pays en Europe ne sont pas capables de fournir les indicateurs qu'on leur demande. Et en particulier, on doit ici balayer devant notre porte, c'est que la directive sur la qualité des eaux en France, eh bien, elle a des problèmes d'implémentation et on a été plusieurs fois, disons, enfin, on a été rappelé à l'ordre plusieurs fois par l'Union européenne sur l'implémentation de cette directive. Et donc, c'est pourquoi, c'est une des raisons pour laquelle, alors, il y a des difficultés, je veux dire, il y a des difficultés pragmatiques, techniques, évidentes pour arriver à ce résultat. Mais il y a également, enfin, pour avoir un ensemble d'indicateurs, parce que c'est un panel d'indicateurs jugés satisfaisants, mais il y a également des considérations politiques qui, dans d'autres pays, peuvent tout à fait empêcher qu'on puisse publier cet indicateur. Donc, ce n'est pas si évident que ça de disposer des indicateurs. Voilà. Dominique, je suis vraiment désolé de te demander si tu peux passer à la conclusion, parce qu'on a un peu dépassé, on a même franchement dépassé. Si on peut avancer, sur la dernière fiche, et je voudrais dire simplement en conclusion que il faut les objectifs de développement durable permettent de faire progresser la culture statistique et la culture du développement durable de la même manière. Et je pense qu'en termes d'éducation et de formation, aux différents niveaux de notre système éducatif, c'est une formidable opportunité et que ça présente bien des avantages de pouvoir prendre cette thématique parce qu'on a des données utilisables, on a des métadonnées de qualité, c'est-à-dire des données sur les données, c'est-à-dire savoir la manière dont on est recueilli, et c'est extrêmement important pour savoir comment les interpréter, comment interpréter les résultats. Et on a mis des méthodologies, un cadre d'analyse commun et des méthodologies qui peuvent être enrichies. Donc on peut effectivement, alors tout n'est pas parfait, mais en fait il y a des progrès qu'on peut faire à la fois dans les aspects spatialisés de ces indicateurs, dans les méthodes d'analyse géospatiale et temporelle, hein, du suivi de ces indicateurs. Et je voudrais signaler à cet égard qu'il y a l'existence de guides nombreux par pays, hein, que c'est extrêmement bien documenté, et de boîtes à outils qui sont fournies à la fois par ces institutions multilatérales que sont l'Eurostat pour l'Europe, le système des Nations Unies, à la fois dans ses différentes composantes, santé, territoire, FAO, agriculture et alimentation, des boîtes à outils qui permettent de prendre ces indicateurs en main et de fournir une analyse. Et je voudrais terminer par l'importance justement en termes d'éducation, de former à quelque niveau que ce soit au niveau primaire, au niveau secondaire et au niveau supérieur, les étudiants, les apprenants à l'utilisation des statistiques, à leur critique, l'utilisation des graphiques, parce qu'il y a des dangers quand on présente les graphiques. Il y a quand même, on dit que la statistique est la forme la plus élaborée du mensonge. Ça peut être effectivement vrai quand on a un objectif de tromper le lecteur ou le spectateur. Mais c'est un travail d'éducation absolument indispensable à faire, et on a un matériau de qualité
et un objectif qui est dans une période où effectivement on a un retour, on constate un retour vers le multilatéralisme. Voilà. Un grand merci à toi, Merci. Dominique. Une question pour clore, parce qu'on n'aura plus le temps d'autres questions. Les sources Eurostat sont des sources publiques? Oui, tout à fait. Et c'est ce qui les distingue, et c'est à la fois leur honneur et leur pertinence, c'est de fournir à l'Union européenne, à l'ensemble des pays, et ça met tous les pays dans une situation d'égalité, et tous les chercheurs des pays dans une situation d'égalité pour analyser les données de l'Union européenne. Alors, ce qui n'est pas public dans Eurostat, ce sont parfois les données microéconomiques, parce compte tenu, si on prend des données à l'échelle territoriale très fine, par exemple de la commune ou même de l'îlot, quand c'est le recensement, eh bien tout simplement de le communiquer parce qu'il y a des problèmes de secret statistique. De même sur les prix, par exemple, on soit bien que de publier des données de prix sur des opérateurs économiques, microéconomiques, particuliers bien identifiés, ça peut poser des problèmes de politique de la concurrence. Donc, bien sûr, on n'aura pas toutes les données sur tout, on aura, mais à l'échelle régionale de ce qu'on appelle la région en Europe, l'échelle NUTS 2, nomenclature des unités territoriales niveau 2, on a des données qui sont publiques. Après, à l'échelle 3, qui est celle des départements ou des cantons, des communautés, on a des données qui peuvent être accessibles à des chercheurs travaillant avec des contrats pour l'Union européenne. un grand merci. Un grand merci, Dominique.